Mes parents ont donné mon fonds d'études à mon demi-frère, pour sa carrière musicale. 10 ans plus tard, je suis médecin. Ils ont débarqué, en demandant de l'aide pour leur facture médicale. Je leur ai simplement tendu son CD démo. Accrochez-vous bien pour celle-ci, car c'est l'aboutissement d'une décennie entière, et la conclusion a été absolument magnifique. Moi, 32 ans, femme, je suis médecin de famille, avec mon propre cabinet à Portland. Mais, il y a 10 ans, j'étais une jeune fille de 18 ans, qui venait de se faire voler tout son avenir, par des parents qui pensaient que la comédie musicale était plus importante que l'école de médecine. Voici comment les choses se sont passées. Ma mère a épousé mon beau-père, Gary, quand j'avais 12 ans. Il est arrivé avec un fils de 15 ans, nommé Trevor, qui est immédiatement devenu l'enfant roi de notre foyer. Trevor était cet aspirant star de Broadway, qui passait chaque instant de sa vie à chanter des airs de comédie musicale, et à s'entraîner à faire des jazz en devant le miroir. Le gamin avait une belle voix, je lui accorde ça. Mais, il avait aussi l'éthique de travail d'un paresseux, et l'ego de Kanye West. Gary était l'un de ces pères divorcés, qui essayaient beaucoup trop d'être le parent cool. Il se vantait constamment du talent artistique de Trevor, et disait qu'il allait être la prochaine grande star de Broadway. Chaque conversation, d'une manière ou d'une autre, finissait par revenir sur la dernière audition ou performance de Trevor. Pendant ce temps, j'obtenais des A-partout en chimie et en biologie avancée, je faisais du bénévolat à l'hôpital, et je planifiais déjà mon parcours vers l'école de médecine. Le favoritisme était si évident, que c'en était presque comique. Quand j'ai été accepté dans la Société nationale d'honneur, la réponse de Gary a été « C'est bien, ma chérie. Tu as entendu que Trevor a eu le rôle principal dans la comédie musicale de l'école ?» Quand j'ai obtenu un score dans le 95e centile à mes examens, ma mère a applaudi poliment, puis a immédiatement dévié la conversation, pour dire que Trevor avait besoin de nouvelles photos pour son portfolio. Trevor profitait de cette attention jusqu'à la dernière goutte. Ce gamin se mettait à chanter, en plein milieu des conversations à l'heure du dîner. Sans blague. Nous étions en train de discuter de la liste des courses, et, soudainement, il se mettait à hurler Defying Gravity de la comédie musicale Wicked, comme si nous étions son public personnel. Gary rayonnait de fierté, pendant que je restais assise là, à me demander si c'était ça, la sensation de faire une attaque cérébrale. Le vrai coup de grâce, c'était la façon dont il gérait nos différentes activités. Mes projets d'expo science ? Très joli, ma chérie. Les représentations de Trevor au théâtre de quartier ? Toute la famille était présente, avec des fleurs, et un dîner de célébration juste après. J'ai un jour remporté la première place, aux Olympiades régionales de sciences. Et le seul commentaire de Gary, a été de demander si nous pouvions partir plus tôt, parce que Trevor avait une répétition. Je me souviens d'un incident en particulier, pendant mon année de première, qui résumait parfaitement la dynamique familiale. Je travaillais depuis des mois, sur un projet de recherche concernant la résistance aux antibiotiques, dans les sources d'eau locales. J'avais passé des week-ends au laboratoire de l'université, j'avais fait du vrai travail sur le terrain pour collecter des échantillons, et j'avais présenté des résultats qui ont suffisamment impressionné mon professeur de biologie, pour me nominer à un concours scientifique au niveau de l'État. La même semaine où j'ai appris que j'avais gagné la 2e place au niveau de l'État, un accomplissement énorme, qui ferait un effet incroyable sur mes dossiers d'inscription à l'université, Trevor a passé une audition pour le rôle principal, dans la production locale de Guys and Dolls. Il a été rappelé pour un 2e essai. Pas le rôle, juste un rappel. Devinez quel accomplissement a dominé les conversations des dîners de famille, pendant tout le mois suivant ? Gary a littéralement imprimé l'avis de rappel, et l'a affiché sur le réfrigérateur. Mon prix scientifique au niveau de l'État a fini dans un tiroir quelque part. Mais je me disais que l'université serait ma porte de sortie. J'avais économisé chaque dollar de mon emploi à temps partiel à la pharmacie. 3 gardes par semaine après les cours, et des gardes de 8 heures le week-end. Le travail était abrutissant. Remplir les rayons, tenir la caisse, gérer des gens qui ne comprenaient pas pourquoi leur assurance ne couvrait pas les médicaments de leurs animaux. Mais chaque chèque de paie allait directement, sur mon compte d'épargne pour l'université. Plus important encore, ma mère avait toujours promis que mon fonds d'études couvrirait le reste. Ce n'était pas une vague promesse parentale. C'était un vrai compte, ouvert par mon père biologique, avant sa mort dans un accident de voiture, quand j'avais 8 ans. Papa était ingénieur, pragmatique et prévoyant.
Et il avait mis en place un fonds d'éducation, qui avait augmenté régulièrement au fil des ans, grâce à des investissements prudents. À ma dernière année de lycée, la somme avait atteint environ 85 000 $. Pas assez pour l'école de médecine de Harvard, peut-être, mais largement suffisant pour financer mon premier cycle sans m'endetter, et me donner une base solide pour mes candidatures en médecine. J'avais tout mon calendrier tracé en tête. 4 ans à l'Université d'État de l'Oregon pour la pré-médecine, maintenir une moyenne excellente, obtenir de bons scores au MCAT, être accepté à l'Université de la Santé et des Sciences de l'Oregon, terminer mon internat, et, enfin, devenir le docteur Sarah Mitchell. C'est là que j'ai fait une erreur. J'ai supposé qu'avoir l'argent d'un père décédé, mis de côté spécifiquement pour mon éducation, signifiait que cet argent m'appartenait vraiment. La bombe a explosé au printemps de ma dernière année, en pleine saison des décisions universitaires. Je faisais des recherches sur les écoles de médecine, je comparais les programmes, je me préparais à accepter ma place à l'État de l'Oregon. J'avais été accepté dans plusieurs écoles, mais l'État de l'Oregon offrait la meilleure combinaison, entre réputation académique et frais de scolarité abordables pour les résidents. J'étais dans ma chambre, en train d'étudier pour mes examens finaux de calcul avancé, quand ma mère a frappé à ma porte. Elle avait cette voix faussement douce, qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. Le même ton qu'elle avait pris pour me dire que nous ne pouvions pas nous payer le voyage de fin d'année à Washington, ou que je ne pourrais pas avoir de voiture pour mes 16 ans, parce que l'argent se faisait rare. Ma chérie, il faut qu'on parle de l'université. J'ai imaginé qu'elle voulait discuter des forfaits repas, ou de l'attribution des chambres d'étudiants. Peut-être me poser des questions sur mon emploi du temps, ou sur la journée d'intégration. Mon Dieu, j'avais tout faux. Ton beau-père et moi avons discuté, et nous avons décidé de rediriger ton fonds d'études, vers le développement de la carrière de Trevor. Je l'ai fixé, comme si elle s'était mise à parler en grec ancien. Les mots, littéralement, n'avaient aucun sens pour moi. Comment ça, rediriger? Eh bien, Trevor a été accepté dans ce programme d'été intensif à Juilliard. Et puis, il y a le conservatoire de théâtre d'1 an à New York. C'est sa chance, Sarah. Sa seule opportunité de vraiment percer dans l'industrie. Les mots m'ont frappé, comme un véritable coup de poing dans l'estomac. J'ai littéralement eu la nausée. C'est mon fonds d'études. Papa a laissé cet argent pour mon éducation. Le visage de ma mère s'est crispé, sur la défensive. L'expression qu'elle prenait toujours, quand elle savait qu'elle était déraisonnable, mais qu'elle allait camper sur ses positions de toute façon. Gary est ton père maintenant, et nous prenons les décisions en famille. Les rêves de Trevor sont tout aussi valides que les tiens. Les rêves de Trevor? Je vais être médecin. Je vais sauver des vies. Lui, il veut sautiller en collant, en chantant des airs de spectacle. Ne sois pas si dramatique. Il y aura d'autres opportunités pour toi d'aller à l'université. La fenêtre de tir de Trevor se referme. Il doit battre le fer tant qu'il est chaud. Battre le fer tant qu'il est chaud. Tout ça, pour un gars d'une vingtaine d'années, qui n'avait jamais eu de vrai travail, qui n'avait jamais rien payé lui-même, et dont le plus grand accomplissement, était d'avoir été choisi comme membre du chœur numéro 3, dans la production lycéenne d'Oklahoma. Tu peux contracter des prêts étudiants comme tout le monde, est intervenu Gary, depuis l'embrasure de la porte, où il avait apparemment écouté notre conversation. C'est une expérience qui forge le caractère. Le développement artistique de Trevor ne peut pas attendre. Forger le caractère, n'est-ce pas? Parce que cumuler 3 emplois pour payer l'école de médecine, pendant que Trevor menait la grande vie à Manhattan pour poursuivre son art, c'était exactement ce que mon père avait en tête, quand il a ouvert ce fonds d'études. J'ai essayé tous les arguments qui me venaient à l'esprit. L'argent venait de mon père, pas de Gary. J'avais de vraies perspectives de carrière, avec un potentiel de revenus clair, tandis que Trevor poursuivait une chimère, dans une industrie où 90% des acteurs sont au chômage à un moment donné. L'école de médecine était chère et compétitive. J'avais besoin de cette base financière, pour avoir une chance réaliste de réussir. Rien n'a marché. Gary avait convaincu ma mère que Trevor était le meilleur investissement de la famille. Leur ticket vers la gloire et la fortune. Un seul spectacle à succès sur Broadway, et il sera à l'abri pour la vie, répétait-il sans cesse. Pendant ce temps, des médecins, on en trouve à l'appel. Des médecins, on en trouve à l'appel. Et ça venait d'un type qui gérait une franchise Jiffy Lube,
et qui pensait que faire la vidange de son huile tous les 5000 km était le summum de la sophistication automobile. La conversation a tourné en rond pendant 2 heures. Gary n'arrêtait pas de parler de retour sur investissement et de soutien au talent artistique. Ma mère continuait d'insister, en disant que c'était ce que les familles faisaient les unes pour les autres, et que j'étais égoïste de ne pas comprendre les besoins de Trevor. De mon côté, je continuais de souligner que c'était littéralement du vol, prendre de l'argent spécifiquement destiné à l'éducation d'une personne, et le donner à quelqu'un d'autre de totalement différent. Finalement, Gary a lâché la vraie bombe. La décision est déjà prise. Nous avons parlé au conseiller financier, et commencé le processus de transfert. Le programme de Trevor commence en juin, alors nous devions agir vite. Il ne m'avait pas consulté, n'avait pas demandé mon avis, et avait déjà commencé à déplacer mon argent, pour financer le fantasme de Trevor, avant même de prendre la peine de m'en parler. Le pire, a été d'observer la réaction de Trevor quand ils le lui ont dit. Le gamin n'a même pas eu la décence de se sentir coupable. Il a juste commencé à chercher des appartements à New York, et à parler de la façon dont il remercierait la famille, dans son discours de remerciement pour les Tony Awards. Ne t'inquiète pas, Sarah, a-t-il dit, avec ce sourire condescendant, qui m'a donné envie de lui jeter quelque chose à la tête. Quand je serai devenu célèbre, je t'aiderai à payer ton école de médecine. Vois cela comme un investissement dans nos 2 avenirs. Un investissement dans ses rêves de Broadway. Avec l'argent de mon père décédé. Je me suis enfermé dans ma chambre pour le reste de la journée, oscillant entre la rage et le désespoir. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tous les plans que j'avais faits, chaque sacrifice que j'avais enduré. Tout cela dépendait de ce fonds d'études. Sans lui, l'école de médecine devenait exponentiellement plus difficile, peut-être même impossible. Cet été-là a été brutal, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant que Trevor menait la grande vie dans son programme à Juillard, publiant des stories Instagram depuis des cafés branchés de Manhattan, je faisais des doubles gardes à la pharmacie, et je postulais à chaque bourse, subvention, et prêt que je pouvais trouver. Le bureau d'aide financière de l'Université d'État de l'Oregon est devenu ma 2e maison. Madame Patterson, ma conseillère d'orientation, m'a aidé à naviguer dans le labyrinthe des candidatures et des exigences. Elle connaissait ma situation, et était secrètement furieuse à ce sujet, bien qu'elle ait essayé de rester professionnelle. Il y a des options, m'a-t-elle dit lors d'une de nos réunions. Étalé sur son bureau, il y avait des formulaires de demande de bourse, des documents de prêt, et des descriptions de programmes de travail-études. Bourse au mérite, aide basée sur les critères sociaux, programme de travail-études, prêts étudiants. Ce ne sera pas facile, mais c'est faisable. Ce qu'elle n'a pas dit, mais que nous savions toutes les deux, c'est que ce serait sacrément plus difficile que ça ne devrait l'être. Les étudiants bénéficiant d'un soutien familial pouvaient se concentrer sur leurs études et leurs activités parascolaires. Les étudiants comme moi travailleraient 30 heures par semaine, juste pour survivre. J'ai fini par bricoler un montage financier qui couvrait environ 60% de mes frais. Les bourses académiques couvraient partiellement les frais de scolarité. Les aides sociales aidaient pour le logement et la nourriture, mais il restait un écart important. Le reste provenait de mon travail de nuit, dans un restaurant ouvert 24h24 près du campus, le Sunrise Café. J'y servais du café et de la tarte, à des étudiants ivres et des travailleurs de nuit, de 22h à 6h du matin. 3 nuits par semaine. Mon emploi du temps de première année ressemblait à quelque chose conçu par un sadique. Les cours le jour, les révisions l'après-midi, le travail de 22h à 6h, dormir pendant 4 heures, et on recommence. Je vivais du café des distributeurs automatiques, et de toute la nourriture gratuite que je pouvais grappiller au restaurant, des muffins de la veille, de la soupe qui allait être jetée, ou parfois un sandwich offert par un cuisinier compatissant. Pendant ce temps, Trevor publiait des stories Instagram depuis des cafés branchés de Manhattan, parlant de son parcours artistique, et réseautant avec d'autres aspirants artistes. Les 85 000 $, qui auraient dû garantir mon éducation, finançaient ses réunions dans des cafés, ses cours de théâtre, et ce qui semblait être une vie sociale très active. Mes notes en ont souffert cette première année. Pas terriblement. J'ai maintenu une moyenne de 3,4, mais ce n'était pas le 3,8 que j'avais prévu. Difficile d'exceller académiquement, quand on fonctionne avec 4 heures de sommeil, et que le plus gros repas de la journée est souvent une barre de céréales avalée entre 2 cours. Mais je me suis adapté. J'ai trouvé des groupes d'études
qui se réunissaient aux heures où j'étais éveillé. J'ai noué des relations avec les professeurs pendant leurs heures de permanence, au moment où la plupart des autres étudiants socialisaient. J'ai découvert que les comités d'admission des écoles de médecine voyaient en fait d'un très bon œil les candidats qui avaient travaillé pour payer leurs études. Cela démontrait un dévouement et une éthique de travail que les gosses de riches ne pouvaient pas égaler. Les nouvelles de Trevor depuis New York sont devenues de plus en plus sporadiques et vagues. Le programme d'été à Juilliard s'était bien passé, mais le conservatoire d'un an s'est avéré apparemment plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Ses publications Instagram sont passées de révélations artistiques à des plaintes concernant la nature compétitive du théâtre new-yorkais, le coût de la vie, et la difficulté de se faire remarquer parmi tant d'artistes talentueux. Gary n'arrêtait pas de lui trouver des excuses lors de nos occasionnels appels familiaux. Il est en train de trouver sa voie artistique. Le milieu new-yorkais est difficile à intégrer. Il a juste besoin de plus de temps pour s'établir dans l'industrie. Ce dont Trevor avait réellement besoin, c'était d'un travail, mais c'était apparemment en dessous de lui. Les rares fois où je lui parlais directement, il se plaignait d'auditions où il n'était pas rappelé, de cours très chers qui ne donnaient pas les résultats promis, et de la difficulté générale de percer en tant qu'artiste à New York. Arrivé en deuxième année, j'avais trouvé mon rythme. Une meilleure gestion du temps s'est traduite par de meilleures notes. J'ai remonté ma moyenne à 3,7. Le travail au restaurant était toujours épuisant, mais j'avais été promu chef d'équipe, ce qui signifiait un salaire légèrement meilleur, et des horaires plus prévisibles. J'avais également commencé à donner des cours de soutien en chimie organique à d'autres étudiants, ce qui payait mieux que la restauration, et faisait bonne impression sur les dossiers pour l'école de médecine. Trevor, quant à lui, avait quitté l'appartement hors de prix de Manhattan, pour une colocation à Brooklyn. Les nouvelles de New York se sont faites plus rares, et quand il publiait sur les réseaux sociaux, c'était généralement sur la lutte d'être un artiste, plutôt que sur des accomplissements réels. Ma troisième année a apporté, à la fois, des opportunités et des défis. J'avais commencé à faire du bénévolat au centre de santé du campus, acquérant une expérience pratique des soins aux patients, qui serait inestimable pour mes candidatures. La coordinatrice des bénévoles, le docteur Martinez, est devenue une mentor officieuse, m'aidant à comprendre le processus de candidature pour l'école de médecine, et rédigeant même l'une de mes lettres de recommandation. Mais cette troisième année a aussi apporté la nouvelle que Trevor retournait vivre à la maison. L'expérience new-yorkaise avait officiellement échoué, après 3 ans, et après avoir englouti la majeure partie de mon fonds d'études. Il avait 23 ans, il était fauché, et il retournait vivre dans sa chambre d'enfant, comme si de rien n'était. Gary a présenté la chose comme un regroupement stratégique pour sa prochaine phase, et comme une façon d'apporter une précieuse expérience de l'industrie sur le marché local. Ce que cela signifiait en réalité, c'est que Trevor avait dépensé 85 000 $ de mon héritage, et n'avait rien à montrer en retour, si ce n'est des histoires sur des auditions qu'il n'avait pas décrochées, et des contacts qui n'avaient mené nulle part. La dynamique familiale lors des fêtes était inconfortable. Trevor régalait tout le monde avec des histoires de son passage dans l'industrie, balançant les noms d'acteurs et de réalisateurs, qu'il avait brièvement croisés lors d'événements de réseautage. Pendant ce temps, j'enchaînais des journées de 16 heures, entre les cours, le travail et le bénévolat, tout en préparant le MCAT, alors que tout le monde était concentré sur les comptes de Trevor depuis la grosse pomme. Ma dernière année a été la ligne droite décisive. Les candidatures pour l'école de médecine, la préparation au MCAT, le maintien de mes notes, tout en travaillant suffisamment d'heures, pour payer mes dépenses de base. J'ai passé le MCAT 2 fois. Le premier score était bon, mais pas excellent. La deuxième tentative a été bien meilleure, après des mois passés à étudier, avec des livres de préparation empruntés, et des ressources gratuites en ligne. Les entretiens pour les écoles de médecine étaient leur propre genre de torture. Des vêtements professionnels que je ne pouvais pas me payer. Des frais de voyage qui grignotaient mon budget alimentaire. Le stress de concourir contre des candidats, dont les parents pouvaient payer des cours de préparation, et des consultants pour leur dossier. Mais, d'une manière ou d'une autre, cela a fonctionné. J'ai été accepté à l'Université de la Santé et des Sciences de l'Oregon. L'école de mes rêves. Une excellente réputation, et relativement abordable pour les étudiants de l'État. Pas une bourse complète, mais gérable avec des prêts, et le travail à temps partiel que j'avais prévu de continuer, pendant mes études de médecine. 4 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de l'État de l'Oregon,
avec la mention summa cum laude, et une moyenne de 3,9 en biochimie. Pas mal, pour quelqu'un qui avait travaillé 25 à 30 heures par semaine tout au long de l'université, et qui avait vécu de dîners de distributeurs automatiques, et de pâtisseries rassis du restaurant. L'école de médecine a été encore plus difficile sans soutien familial. Alors que d'autres étudiants pouvaient se concentrer purement sur leurs études, je travaillais le week-end dans des cliniques de soins d'urgence comme secrétaire médical, je donnais des cours de chimie organique à des étudiants de premier cycle. Et je faisais de la recherche médicale pour des professeurs, qui me payaient au tarif d'étudiante diplômée, pour l'analyse de données. Les prêts étaient terrifiants. Chaque semestre apportait de nouveaux billets à ordre, de nouveaux totaux de dettes, de nouveaux calculs, pour savoir combien de temps il faudrait pour tout rembourser. À la remise des diplômes, je devais environ 250 000 $. C'était gérable avec un salaire de médecin, mais quand même une montagne de dettes, qui me suivrait pendant des décennies. Tout au long de mes études de médecine, j'ai gardé un œil sur Trevor, via les réseaux sociaux et les potins familiaux. Il avait trouvé un emploi dans un magasin de musique en ville, jouait occasionnellement dans des productions théâtrales locales, et vivait toujours à la maison avec ma mère et Gary. Il parlait toujours de sa carrière musicale, comme s'il était juste, temporairement, entre deux grandes opportunités. Le contraste était saisissant. J'apprenais à diagnostiquer des crises cardiaques, et à mettre au monde des bébés, travaillant 80 heures par semaine pendant mes stages cliniques, me préparant à sauver des vies, et à contribuer de manière significative à la société. Trevor vendait des médiators de guitare, et passait des auditions pour des productions de théâtre dîner de grise. J'ai obtenu mon diplôme de médecine avec les honneurs, et j'ai commencé mon internat en médecine familiale à l'hôpital général de Portland. 3 années d'horaires brutaux, de garde de nuit, de rotation aux urgences, à apprendre à tout gérer, des contrôles de routine aux urgences vitales. Mais j'adorais ça. Chaque cas difficile, chaque diagnostic complexe, chaque patient que j'aidais. Tout cela en valait la peine. Pendant mon internat, les nouvelles de la famille sont devenues plus préoccupantes. Trevor avait été licencié du magasin de musique, et travaillait à temps partiel chez Guitar Center. Toujours à la maison, poursuivant toujours ses rêves, mais approchant maintenant de la trentaine, sans aucune véritable perspective de carrière, ni compétence de vie. La santé de Gary déclinait. Trop de stress, une mauvaise alimentation, et ce qui semblait être des problèmes cardiaques non diagnostiqués, qu'il continuait d'ignorer. Ma mère travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire, mais ne gagnait pas assez, pour vraiment subvenir aux besoins de 3 adultes, d'autant plus que Trevor ne contribuait pratiquement pas aux dépenses de la maison. J'ai terminé mon internat, et j'ai ouvert mon propre cabinet, de médecine familiale, dans une belle banlieue de Portland. Construisant lentement une base de patients, gagnant enfin de l'argent réel, pour la première fois de ma vie d'adulte. Ce cabinet était tout ce dont j'avais rêvé. Aider des familles, soigner des enfants et des patients âgés. Être le genre de médecin, qui écoutait vraiment, et prenait le temps avec chaque patient. Mes prêts étudiants étaient enfin gérables, avec un salaire de médecin. J'avais loué une petite maison avec un jardin, acheté une voiture fiable, commencé à penser à vraiment construire une vie, au lieu de simplement survivre jusqu'au prochain examen, ou paiement de prêt. Trevor, quant à lui, avait 31 ans, vivait toujours dans sa chambre d'enfant, travaillait à temps partiel dans le commerce, et publiait occasionnellement sur Facebook, au sujet de projets à venir, qui ne se concrétisaient jamais. Puis, l'appel est arrivé. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner les dossiers des patients par un calme mardi après-midi, quand ma mère a appelé, en pleurant de manière hystérique. Gary souffrait de douleurs thoraciques depuis des semaines, mais les avait ignorées, parce qu'il n'avait pas le temps d'être malade. La réponse masculine classique, face à des symptômes inquiétants. Il s'était finalement effondré au Jiffy Lube, pendant son service du matin, et avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Crise cardiaque. Une crise majeure, selon le médecin urgentiste qui avait appelé ma mère pour l'informer. Les médecins disent qu'il a besoin d'être opéré, sanglotait ma mère au téléphone. Plusieurs pontages, et ils veulent le garder en soins intensifs pendant au moins une semaine. Ma formation médicale a immédiatement pris le dessus. J'ai posé des questions sur ses symptômes, la chronologie, ce que les cardiologues disaient sur le pronostic, et les options de traitement. J'ai commencé à calculer mentalement le temps de récupération, les complications potentielles, le type de soins de suivi dont il aurait besoin. Combien ça va coûter ? Ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà que la réponse serait dévastatrice.
C'est là que le vrai problème est apparu. L'assurance maladie de Gary, via la franchise Jiffy Lube, était fondamentalement une couverture pour les catastrophes uniquement. Une franchise très élevée, un réseau limité, le genre de plan qui fonctionne bien pour les soins de routine, mais qui vous met en faillite, quand quelque chose de grave se produit. Ils allaient devoir faire face à des factures médicales d'environ 200 000 $, et ce, si tout se passait bien, sans complications ni temps de récupération prolongée. Le plan de Gary couvrirait peut-être 40% de cela, une fois la franchise atteinte. Ma mère paniquait, de cette manière si particulière, qui se produit quand quelqu'un qui n'a jamais connu de grave stress financier, fait soudainement face à la perspective de tout perdre. Il n'avait pas d'économie. La majeure partie des revenus de Gary servait à financer le mode de vie de Trevor, et à payer ses diverses dépenses de développement de carrière. La maison avait une hypothèque inversée, que Gary avait contractée quelques années plus tôt, pour couvrir une expansion commerciale qui n'avait pas fonctionné. Ils étaient, pour faire simple, dans la merde. Nous ne savons pas quoi faire, a dit ma mère, la voix brisée. Nous avons pensé que, peut-être, puisque tu es médecin maintenant. Et voilà. La demande à laquelle je m'attendais depuis des années. Tu veux que j'aide avec les factures médicales? Ce n'est pas que nous nous attendions à ce que tu paies tout, dit-elle rapidement, réalisant probablement à quel point cela sonnait mal. Mais, peut-être que tu pourrais parler au médecin, trouver un arrangement, nous aider à trouver des plans de paiement, ou des options de soins caritatifs. Les aider à trouver des plans de paiement. Avec l'argent que j'avais gagné, en travaillant comme une forcenée pendant l'école de médecine, pendant qu'il finançait l'aventure new-yorkaise de Trevor, avec mon héritage. Je vais y réfléchir, lui ai-je répondu, ce qui était la réponse la moins engageante que j'ai pu formuler. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon, le premier endroit où j'avais jamais vécu, et que je pouvais vraiment me permettre de décorer joliment, et j'ai sérieusement réfléchi à ce que je devais faire. Une part de moi voulait t'aider. Malgré tout, Gary n'était pas une mauvaise personne, juste un père qui avait pris des décisions incroyablement mauvaises, quant au soutien de son fils. Ma mère avait été faible, plutôt que malveillante, laissant Gary la convaincre que, jeter de l'argent sur les rêves de Trevor, était plus important que d'assurer mon avenir. Mais chaque fois que je commençais à me sentir coupable de leur situation, je me rappelais être assise dans ce restaurant ouvert 24h24, à 2h du matin, pendant mes études de médecine. J'étudiais l'anatomie, tout en servant du café à des étudiants ivres, parce que je ne pouvais pas me permettre d'étudier à plein temps, comme mes camarades de classe dont les parents finançaient les études. Je me souvenais avoir mangé des nouilles instantanées au dîner, 3 soirs par semaine, parce que c'était tout ce que je pouvais m'offrir, après avoir payé les manuels et les frais de laboratoire. Je me souvenais du stress constant lié aux demandes de prêts, aux rédactions pour obtenir des bourses, à l'épuisement de travailler et d'étudier simultanément, pendant que Trevor publiait des stories Instagram depuis des restaurants chers à Manhattan. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon enfance, pour la première fois en 3 ans. La maison semblait exactement la même de l'extérieur, à l'exception de la voiture de Trevor dans l'allée. Une Honda Accord décente, qui avait probablement coûté plus cher que ce que j'avais dépensé en nourriture pendant toute mon expérience à l'école de médecine. La pelouse avait besoin d'être tondue. La peinture s'écaillait un peu, mais c'était toujours la maison de banlieue de classe moyenne, dans laquelle j'avais grandi. J'ai frappé à la porte, et j'ai attendu. Trevor a ouvert, ayant l'air de venir de se réveiller, bien qu'il soit 11h du matin. Il avait toujours cette même expression d'enfant gâté, bien qu'elle ait un peu vacillé, quand il m'a vu debout là. Oh, salut Sarah. Maman est à l'hôpital avec Gary. Je sais. Je suis venu pour te voir. Il m'a laissé entrer, et j'ai regardé le salon où j'avais passé mon enfance. Les mêmes meubles, les mêmes photos de famille sur les murs, y compris plusieurs photos encadrées de Trevor, dans diverses productions théâtrales au fil des ans. Aucun de mes accomplissements académiques n'était affiché, nulle part, ai-je remarqué. C'est vraiment effrayant, tu sais, a dit Trevor, s'installant sur le canapé, comme s'il se préparait pour une longue conversation. Gary est vraiment très malade, et la situation financière est totalement foutue. Oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que tu fais pour aider? Il a eu l'air sincèrement confus par la question. Comment ça? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais pour aider avec les factures médicales? Tu as 31 ans. Tu vis ici sans payer de loyer. Ils ont soutenu tes tentatives de carrière pendant plus d'une décennie. Quel est ton plan,
pour les aider à traverser cette crise. Trevor s'est agité inconfortablement. Il n'était probablement pas habitué à ce que quelqu'un lui demande de prendre ses responsabilités pour quoi que ce soit. Je veux dire, je travaille chez Guitar Center. Je n'ai pas exactement de l'argent de côté pour payer des factures médicales, pas vrai? Mais tu pourrais prendre un deuxième emploi, ou peut-être un meilleur emploi principal, qui utiliserait réellement cette formation si chère, qu'ils t'ont payé. Ce n'est pas si simple. Je poursuis toujours ma carrière musicale. Je ne peux pas simplement abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce pour quoi il avait travaillé. Avec mon fonds d'études. L'audace de ce type était époustouflante. Trevor, qu'est-il arrivé aux 85 000 $? Comment ça? Mon fonds d'études. Les 85 000 $ venant de mon père, qui devait payer mon éducation. Où sont-ils passés? Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Enfin, ça fait des années, Sarah. C'est passé dans ma formation, mes frais de subsistance à New York, mes opportunités de réseautage. Un investissement dans mon avenir, pas vrai? Et quel retour sur investissement ont-ils obtenu? Le silence s'est étiré entre nous. Trevor a commencé à jouer avec un fil sur le coussin du canapé, soudain très intéressé par le motif de la tapisserie. Écoute, a-t-il finalement dit, je sais que tu es probablement toujours en colère à propos de cette histoire d'université, mais ça s'est bien terminé. Tu es médecin maintenant. Tu as réussi à t'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir en accumulant 250 000 $ de dettes étudiantes, et en cumulant 3 emplois tout au long de mes études de médecine. Tu as réussi à t'en sortir, en dépensant l'argent de mon père décédé pour des cours de théâtre, et un loyer à Manhattan. Ce n'est pas juste. Maman et Gary ont pris cette décision en tant que parents. Je ne les ai pas forcés à faire quoi que ce soit. Non, mais tu ne t'y es certainement pas opposé non plus. Et tu ne t'es pas exactement précipité pour les rembourser, quand tes rêves de Broadway sont tombés à l'eau. Trevor s'est levé, faisant les 100 pas vers la fenêtre, de cette manière agitée que les gens adoptent, quand ils sont confrontés à des vérités dérangeantes. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Sarah? Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé que les choses aient tourné ainsi, mais je ne peux pas changer le passé. Et Gary est malade maintenant. C'est plus important que de vieilles histoires de famille. Tu as raison. C'est plus important que de vieilles histoires de famille. Il s'agit de prendre ses responsabilités. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai sorti un CD. Pas un CD gravé avec une étiquette manuscrite. Il s'agissait d'un produit fabriqué par des professionnels, avec une pochette sur papier glacé, et tout le reste. Les yeux de Trevor se sont écarquillés quand il l'a vu. Où as-tu trouvé ça? Sur ta page MySpace de 2018. Tu te souviens? Tu as dépensé environ 3 000 $ de mon fonds d'études, pour faire fabriquer professionnellement ces CD de démonstration. Tu n'arrêtais pas de publier à ce sujet, en disant que ça allait être ta grande percée. Que les maisons de disques entendraient ton talent, et t'offriraient des contrats. Le visage de Trevor est devenu tout rouge. C'était une phase différente de ma carrière. Je me concentre davantage sur les performances en direct maintenant. C'est ça. Eh bien, j'en ai acheté une copie sur eBay. Je me suis dit que c'était la moindre des choses, puisque, techniquement, j'ai aidé à le payer. J'ai posé le CD sur la table basse entre nous, et je me suis dirigé vers la porte. Trevor m'a suivi. Sarah, attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aider pour les factures de Gary, ou pas? Je me suis retourné à la porte, en regardant cet homme de 31 ans, qui vivait toujours dans sa chambre d'enfant. Qui avait dépensé mon héritage pour un rêve raté, et qui me demandait maintenant de renflouer la famille, qui avait sacrifié mon avenir pour le sien. Je vais aider, très exactement autant que cette famille m'a aidé, à traverser l'école de médecine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais probablement commencer à fouiller les coussins du canapé, pour trouver de la petite monnaie. Peut-être vendre quelques-unes de ces photos professionnelles de ton portfolio. Ce soir-là, ma mère a rappelé. L'opération de Gary s'était bien passée, mais il resterait à l'hôpital pendant au moins une semaine supplémentaire. Les factures s'accumulaient déjà, et ils avaient reçu l'estimation pour le coût total du traitement, 180 000 $, sans compter les soins de suivi et la rééducation. As-tu parlé à Trevor? M'a-t-elle demandé. Oui.
Une conversation intéressante. Apparemment, il vit toujours son rêve. Sarah, je t'en prie. Je sais que tu es en colère au sujet de l'affaire du fonds d'études, mais c'est une question de vie ou de mort. Gary pourrait mourir s'il ne reçoit pas de soins de suivi appropriés. Maman, Gary va recevoir des soins de suivi appropriés. C'est comme ça que fonctionnent les hôpitaux en Amérique. Ils ne laissent pas simplement mourir les patients opérés du cœur, pour des questions de facturation. Mais la dette va nous détruire. Nous allons perdre la maison. Nous ne savons pas quoi faire. J'ai pris une grande inspiration, essayant de trouver le juste équilibre entre l'honnêteté et la cruauté. Voici ce que vous allez faire. Vous allez parler au conseiller financier de l'hôpital, pour obtenir des plans de paiement. Tous les hôpitaux en proposent. Vous allez postuler au programme de soins caritatifs. La plupart des hôpitaux ont une aide tarifaire, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer leur traitement. Trevor va trouver un deuxième emploi, ou peut-être son premier vrai emploi, et contribuer aux dépenses de la maison. Pour que vous puissiez vous concentrer sur le paiement des factures médicales. Mais la carrière de Trevor, maman. La carrière de Trevor consiste à travailler à temps partiel dans le commerce, et à jouer occasionnellement dans un théâtre de quartier. Il a 31 ans. Il est temps d'être réaliste sur ses perspectives, et sur ses responsabilités envers cette famille. Tu pourrais juste nous aider. Tu es médecin. Tu gagnes bien ta vie maintenant. Et voilà. Ce sentiment que tout leur est dû, qui avait défini toute mon enfance. L'hypothèse que ma réussite était, en quelque sorte, une propriété commune, tandis que les échecs de Trevor n'étaient que des revers temporaires, nécessitant plus d'investissement. Tu as raison. Je gagne bien ma vie. Je gagne bien ma vie, parce que j'ai travaillé comme une forcenée, pour traverser l'école de médecine sans soutien familial. Je gagne bien ma vie, parce que j'ai passé 4 ans à manger des nouilles instantanées, et à travailler de nuit, pendant que mes camarades de classe allaient à des groupes d'études, financés par des parents qui avaient les moyens de soutenir l'éducation de leurs enfants. Je gagne bien ma vie, parce que j'ai obtenu mon diplôme avec $250 000 de dettes, que je suis toujours en train de rembourser. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux à l'époque. Vous avez fait ce qui était pratique, pour ton nouveau mari et son fils. Vous avez sacrifié mon avenir pour financer le fantasme de Trevor. Et maintenant, tu veux que je te sauve des conséquences de cette décision. Ce n'était pas un fantasme. Trevor est talentueux. Maman. Trevor est un homme de 31 ans, qui vit dans sa chambre d'enfant, qui travaille à temps partiel chez Guitar Center, et dont le plus grand accomplissement en une décennie, est un CD de démonstration qu'aucune maison de disques n'a jamais pris la peine d'écouter. Pendant ce temps, moi, j'aide concrètement les gens, je sauve des vies, je contribue à la société de manière significative. Lequel d'entre nous s'est avéré être le meilleur investissement? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Alors, tu ne nous aideras pas. Je ne te donnerai pas d'argent, si c'est ce que tu demandes. Mais je vais te donner quelque chose de mieux. Je vais te donner la même chose que vous m'avez donnée, quand j'ai eu besoin de soutien pour mon éducation, le conseil de te débrouiller toute seule. Et bonne chance pour t'en sortir. C'est cruel. Non, maman. Ce qui est cruel, c'est de prendre le fonds d'études d'une adolescente, de l'argent spécifiquement laissé par son père décédé pour son éducation, et de le donner à ton beau-fils pour des cours de théâtre. Ce que je fais, c'est de la justice. J'ai raccroché, et j'ai bloqué leur numéro. Les mois qui ont suivi, ont été étonnamment paisibles. Je me suis concentré sur mon cabinet, qui grandissait régulièrement. Le bouche à oreille circulait, au sujet de la nouvelle femme médecin de famille, qui écoutait réellement ses patients, et prenait le temps lors des consultations. J'avais commencé à me spécialiser dans les soins préventifs, et la gestion des maladies chroniques, trouvant une véritable satisfaction à aider les gens à maintenir leur santé, plutôt qu'à simplement traiter les urgences. 2 semaines plus tard, ma cousine Jessica a appelé. Elle avait entendu, via les rumeurs familiales, parler de la situation de Gary et de mon refus d'aider, et elle voulait avoir ma version des faits. Parce que ce que j'entends de la part de ta mère, ne ressemble pas à la Sarah que je connais, m'a-t-elle dit diplomatiquement. Je lui ai tout expliqué. Le vol du fonds d'études, la carrière ratée de Trevor financée par mon héritage, les années de favoritisme et de traitement dédaigneux, et leur attente actuelle, à savoir que je les sorte des conséquences de leurs propres décisions. Jessica est restée silencieuse un moment, après que j'ai terminé. Mon Dieu, Sarah,
je n'avais aucune idée pour cette histoire de fond d'études. C'est incroyablement tordu. Ouais, enfin, de l'eau a coulé sous les ponts maintenant. Vraiment? Je veux dire, comment tu te sens, par rapport à la façon dont tout ça se déroule? J'ai examiné la question attentivement. Tu sais quoi? En fait, je suis en paix avec ça. J'ai passé des années à être en colère, à propos de ce qu'ils m'avaient fait. Mais construire ma carrière, prouver que je pouvais réussir sans leur soutien. Cela a été incroyablement satisfaisant. Maintenant, ils ont besoin d'aide, et ils découvrent ce que ça fait, quand la famille ne répond pas présent, pour les choses importantes. Mais qu'en est-il de Gary? Je veux dire, il pourrait avoir de vraies complications, avoir besoin de soins continus. Gary ne va pas mourir, Jessica. Ils vont trouver des plans de paiement avec l'hôpital. Peut-être qu'ils seront éligibles au programme de soins caritatifs, et ils trouveront une solution, comme des millions d'Américains le font chaque année. Les hôpitaux ont des départements entiers, dédiés à aider les gens à naviguer dans ces situations. Mais ils devront le faire eux-mêmes. Et peut-être qu'ils apprendront, ce que c'est que de lutter financièrement pour quelque chose d'important, comme moi je l'ai fait pendant 8 ans. Jessica a compris. Elle avait observé la dynamique familiale au fil des années, lors des rassemblements pour les fêtes, et avait vu à quel point Trevor et moi étions traités différemment, même si elle n'en avait jamais connu l'ampleur. Un mois plus tard, j'ai appris par le réseau familial, que Gary avait obtenu l'autorisation de sortie, et se remettait bien à la maison. Il s'était qualifié pour le programme de soins caritatifs de l'hôpital, qui couvrait environ 60% des coûts. Les factures restantes ont été échelonnées sur un plan de paiement de 10 ans, avec des taux d'intérêt réduits. Plus important encore, Trevor avait décroché un deuxième emploi, travaillant de nuit dans un centre d'appel. Il vivait toujours à la maison, mais contribuait désormais aux dépenses du foyer, pour la première fois de sa vie d'adulte. Apparemment, la crise financière avait été une sonnette d'alarme, quant aux perspectives réalistes de sa carrière musicale. Ma mère avait repris un travail à temps plein, comme réceptionniste dentaire, son premier emploi à temps plein depuis des années. Il s'en sortait, mais c'était juste, sans argent supplémentaire pour les poursuites artistiques de Trevor, ou ses dépenses de développement professionnel. 6 mois après l'opération de Gary, Trevor m'a en fait contacté directement. Pas par l'intermédiaire de ma mère ou d'autres membres de la famille, mais par un message texte depuis son propre téléphone. Salut Sarah, je sais que les choses ont été bizarres entre nous, mais je voulais te contacter. La convalescence de Gary se passe vraiment bien, et j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, sur la responsabilité et la prise en charge de soi. J'ai un meilleur emploi maintenant, directeur adjoint dans un magasin de musique du centre-ville, pas seulement vendeur. Je fais toujours de la musique le week-end, mais je considère ça plutôt comme un passe-temps maintenant, au lieu de m'attendre à ce que ça paie les factures. Bref, je voulais dire que je suis désolé pour cette histoire de fond d'études. J'étais jeune et égoïste, et je n'ai pas vraiment pensé à l'impact que cela aurait sur ta vie. Je sais que ça ne répare rien, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant, ce que tu as traversé. C'était la première véritable excuse que je recevais de sa part. Pas parfaite, pas complète, mais honnête et spécifique, plutôt que les habituelles non-excuses auxquelles j'étais habitué de la part de ma famille. J'ai répondu par texto, merci d'avoir dit ça, Trevor. Je suis contente que Gary aille mieux, et que tu prennes plus de responsabilités. Ça compte beaucoup. C'était tout. Pas de réconciliation dramatique, pas de retour au dîner de famille. Mais une sorte de paix, qui semblait plus précieuse qu'un pardon forcé. 6 autres mois ont passé. Mon cabinet a continué de se développer. J'avais embauché une infirmière praticienne, pour m'aider à gérer la charge de patients, et j'avais enfin fini de payer mes prêts étudiants de premier cycle. J'avais toujours la dette de l'école de médecine, mais elle était gérable et diminuait régulièrement. J'étais à mon bureau tard un soir, rattrapant mon retard sur les dossiers des patients et la paperasse d'assurance, quand j'ai reçu un appel d'un numéro local inconnu. Dr Mitchell, c'est Gary. La voix de mon beau-père était différente. Plus calme, plus hésitante, que dans mes souvenirs d'enfance. Bonjour, Gary. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Le cardiologue dit que je suis en avance sur ma convalescence. Écoute, je me demandais si je pouvais t'inviter à prendre un café un de ces jours. Il y a des choses que je voudrais dire, et je ne pense pas pouvoir leur rendre justice par téléphone. Nous nous sommes retrouvés le samedi suivant,
dans un lieu neutre, un café près de mon cabinet, que je visitais parfois entre deux rendez-vous. Gary avait l'air plus vieux, plus fatigué que dans mes souvenirs, mais en meilleure santé que ce à quoi je m'attendais, compte tenu de son opération majeure. Je te dois des excuses, a-t-il commencé sans préambule. Plusieurs excuses, en fait. J'ai attendu, curieuse de voir où cela allait mener. L'histoire du fonds d'études était une erreur. Pas juste mal avisée, ou mal réfléchie. C'était une véritable erreur. J'ai convaincu ta mère que c'était la bonne décision pour la famille, mais ça ne l'était pas. Cet argent était destiné à ton éducation, spécifiquement mis de côté par ton père dans ce but, et nous n'avions aucun droit de le rediriger. Pourquoi l'avoir fait? Gary a remué son café pendant un long moment, réfléchissant visiblement à la façon de répondre honnêtement. Honnêtement? Parce que j'étais désespéré de prouver que soutenir les rêves de Trevor était le bon choix. J'avais divorcé, j'avais l'impression d'avoir échoué en tant que père la première fois, et je voulais montrer à Trevor que je croyais totalement en lui. Mais je l'ai fait à tes dépens, et c'était inexcusable. Et Trevor? Lui as-tu parlé de tout ça? Nous avons eu plusieurs longues conversations au cours des derniers mois. La crise financière a été un signal d'alarme pour lui. Il a compris qu'il devait prendre la responsabilité de sa propre vie, au lieu d'attendre que d'autres personnes financent ses rêves. Il a contribué aux dépenses de la maison, trouvé un meilleur emploi, et commencé à se comporter comme l'adulte qu'il aurait dû être, il y a des années. Je suis contente qu'il grandisse. Sarah, j'ai besoin que tu saches que ta mère n'a jamais cessé de se sentir coupable pour la décision du fonds d'études. Elle en parle constamment maintenant. À quel point elle est fière que tu aies réussi tes études de médecine et construit un cabinet prospère malgré notre manque de soutien. À quel point elle regrette de m'avoir écouté concernant la redirection de cet argent vers Trevor. Alors, pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit directement? La fierté, je pense. Et peut-être la peur que tu rejettes ses excuses, ou que tu nous dises que c'était trop peu, et trop tard. Gary a mis la main dans sa veste, et a sorti un morceau de papier plié. Ceci est un billet à ordre. Nous ne pouvons pas te rembourser la totalité des 85 000 $ en une seule fois. Mais nous avons établi un budget, pour te rembourser sur 10 ans, avec des intérêts. Ce n'est pas une compensation suffisante, et ce n'est pas assez rapide, mais c'est ce que nous pouvons gérer de manière réaliste, compte tenu de notre situation financière actuelle. J'ai déplié le document, et je l'ai examiné. Il était détaillé et clairement réfléchi, avec les montants des paiements mensuels, les calculs des intérêts, et des plans de secours si leur situation financière changeait. Le taux d'intérêt était, en fait, plus élevé que ce qu'ils avaient besoin de proposer. Tu n'es pas obligé de faire ça, Gary. Si, nous y sommes obligés. Nous avons volé ton héritage, et nous l'avons utilisé pour financer un fantasme. Maintenant, nous allons le rembourser, même si cela doit prendre jusqu'à ce que nous soyons tous les deux morts pour y arriver. J'ai plié le papier, et je l'ai mis dans mon sac. Gary, je veux que tu saches que je ne suis plus en colère. Je l'ai été pendant longtemps. Furieuse de ce qui ressemblait à une trahison. Mais construire ma carrière selon mes propres termes, prouver que je pouvais réussir sans soutien familial. Cela a en fait guéri quelque chose en moi. Je suis reconnaissante pour cette lutte, d'une certaine manière, car elle m'a rendue plus forte, et plus autonome. Cela ne rend pas ce que nous avons fait plus juste. Non. Mais ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et j'aime qui je suis devenu. Nous avons terminé notre café, et parlé de sujets plus sûrs. Le processus de guérison de Gary, mon cabinet, la météo. Une conversation normale entre deux adultes, qui avaient trouvé un moyen de coexister de manière respectueuse.